Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité revenir sur une figure exceptionnelle à bien des égards, puisqu'il s'agit d'Alexandra David-Néel. On connaît cette dernière comme une aventurière pionnière. N'oublions pas qu'elle fut la première occidentale à entrer dans Lhasa, la capitale du Tibet, jusqu'alors interdite aux étrangers. On sait moins qu'elle fut également cantatrice, journaliste ou encore féministe engagée. Elle se surnommera elle-même, au tournant du XXe siècle, la première bouddhiste de Paris. On ne connaît pas toujours non plus le rôle de son assistante et confidente, Marie-Madeleine Perronnet, qui restera pendant plus de 10 ans auprès d'elle. Une bande dessinée est née de cette histoire entre ces deux femmes. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour en parler, un des deux auteurs, Fred Campoy. Fred Campoy, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc auteur de bande dessinée et on peut dire que vous avez découvert conjointement le bouddhisme et la vie d'Alexandra David-Néel. C'est vrai, il y a une quinzaine d'années, je me suis intéressé au bouddhisme pour ma vie personnelle. Je me posais pas mal de questions. Et en lisant les livres donc, sur le bouddhisme, je voyais le nom d'Alexandra David-Néel donc écrit dans chaque livre. Soit c'était une anecdote, soit c'était un paragraphe entier. Et tous parlaient de cette spécialiste du bouddhisme donc française, qui était la première européenne à être rentrée à Lhasa en 1924, alors que le pays était interdit aux étrangers. Donc j'ai tout naturellement été dans une bibliothèque prendre une biographie. J'ai dévoré cette biographie en 2 nuits. Ça a été un véritable coup de foudre pour cette femme extraordinaire. Alors, qui était Alexandra David-Néel? Parce qu'elle a eu 1000 vies, en fait. Je le disais, oui. Elle a été orientaliste, chanteuse d'opéra, journaliste, féministe engagée, bouddhiste, bien évidemment. Comment est-ce qu'on pourrait résumer sa vie? Puisqu'en fait, c'est ce que vous faites, je le précise, dans les 4 tomes de votre bande dessinée. C'est vrai. C'est d'ailleurs très compliqué de résumer la vie d'Alexandra David-Néel en 4 tomes, sachant qu'elle a vécu 100 ans. Rappelez-nous oui. Quelles sont ces dates, justement. Alors, 1868-1969. Donc, il faut imaginer, en 1868, c'est l'époque de la Commune, quasiment. Alexandra David-Néel a, par exemple, petite fille connue Victor Hugo. Et à la fin de sa vie, elle se passionnait pour la conquête spatiale. Donc, ça fait un siècle très riche pour elle. Alors, Alexandra David-Néel, pour moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que elle était donc parisienne. Et elle est devenue, en quelques années, donc, en fait, une grande spécialiste du bouddhisme. Et surtout, elle le découvre à 24 ans. Alors, elle le découvre entre 22-24 ans avec le musée Guimet à Paris. En fait, elle découvre la grande bibliothèque du musée, avec ce grand Bouddha qui est en haut. Et ça lui fait comme un déclic. Et elle se met à apprendre, en fait, le tibétain et le sanskrit à Paris. Et plus tard, quand elle voyagera dans l'Himalaya, elle va devenir vraiment une spécialiste du bouddhisme sur place. Elle va étudier dans les grands monastères d'Himalaya. Et ensuite, beaucoup de moines, par exemple, vont venir la voir pour lui demander conseil. Parce qu'elle est devenue, elle avait un titre très important. On l'a décernée comme femme lama, Lady Lama. Alors que c'était une femme et en plus étrangère. Donc, elle a passé 3 ans au monastère de Kumbum pour étudier donc, le bouddhisme, pour traduire des livres, parce qu'elle parlait couramment tibétain, et elle écrivait le tibétain également. Elle a rencontré le 13e Dalai Lama, donc ça c'est quand même important, c'était la toute première femme donc étrangère à rencontrer le Dalai Lama sur place à l'époque. Alors c'était pas au Tibet, puisqu'il était donc au Népal à l'époque, mais c'est quand même un exploit extraordinaire. Donc on a une Française qui devient une spécialiste sur place du bouddhisme tibétain. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Et c'est ce qui vous a passionné chez cette femme? Pourquoi vous avez eu un tel coup de cœur pour elle? Alors, j'ai eu un coup de foudre déjà pour ça, pour le fait que cette Parisienne devienne cette spécialiste-là. Et ensuite, en lisant sa vie, j'adore en fait toute sa vie. Par exemple, son enfance, c'est une enfance de rebelle. C'est une enfant qui était entre guillemets, mal aimée de sa mère. Et elle a commencé à fuguer très tôt. Donc, il faut imaginer qu'à l'âge de 2 ans et demi, par exemple, elle a fait une sorte de petite fugue. Elle voyait donc ses parents qui étaient en train d'être comme ça, ne pas se parler justement. Et elle a vu la porte du jardin ouverte. Et elle a décidé, volontairement, elle se souvenait de ça, elle a décidé de partir au plus loin et de donc quitter déjà la maison. Aventurière à l'âge de 2 ans et demi. Oui. Exactement. Il faut imaginer qu'à l'âge de 6 ans, elle avait lu tout Jules Verne, par exemple. Donc, elle rêvait de voyage et elle s'est toujours jurée de voyager comme ces héros de Jules Verne.
Parce que c'est vrai qu'Alexandra Davinel, enfin, ce qui la caractérise, c'est sa détermination. Oui. Je pense que c'est le mot qui la définit le mieux, c'est la détermination et, on va dire, ce désir fort de liberté et d'indépendance. C'était vraiment son credo. Donc depuis adolescente, elle s'est toujours promis d'être indépendante, de ne pas ressembler aux femmes qu'elle voyait, de ne pas ressembler à sa mère, par exemple. Et elle a été toujours déterminée, courageuse et vraiment avec un axe qui était devenir donc indépendante, libre et à la rigueur spécialiste dans son domaine qui est l'orientalisme. Et en fait, elle y est arrivée puisqu'elle est devenue l'orientaliste par excellence, puisqu'aujourd'hui on se souvient d'elle et pas tellement des orientalistes de l'époque. Alors, il y a quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans cette carrière d'orientaliste, c'est Marie-Madeleine Peyronnet, Marima pour les intimes ou encore la tortue, vous nous direz pourquoi on la surnomme ainsi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était à la fois sa confidente, son employée, et vous avez eu la chance de la rencontrer. Comment ça s'est passé, cette première rencontre ? Alors, en fait, juste pour dire, c'est que je voulais faire une bande dessinée sur Alexandra Davinel, mais sa vie étant trop longue et bien trop complexe, j'avais un petit peu laissé tomber le projet. Et puis, je suis tombé sur le livre de Marie-Madeleine Peyronnet, qui s'appelle 10 ans avec Alexandra Davinel. Et c'est ce livre-là qui m'a fait comprendre qu'on pouvait raconter la vie de manière plus réduite, en passant par le témoignage de cette jeune femme. Alors, j'ai envoyé un petit mail donc, au musée Alexandra Davinel à Digne-les-Bains pour pouvoir la rencontrer. Il se trouve qu'elle m'a répondu en me disant qu'elle voulait bien me rencontrer. Et elle m'a donné rendez-vous, c'était en avril 2014. J'y suis allé donc très très content évidemment. Et en arrivant, une personne m'a dit attention, Marie-Madeleine Peyronnet a du caractère. Elle a pris un peu le caractère d'Alexandra, donc je préfère vous prévenir. Alors j'y suis rentré chez elle, elle m'a invité chez elle, qui est juste dans le musée, juste à côté. Et j'étais un peu inquiet légèrement, sauf qu'elle m'a ouvert la porte vraiment grande ouverte, voilà, et elle m'a accueilli avec un grand sourire, et elle m'a invité à manger avec elle. Donc j'ai passé en fait la journée avec elle. Elle m'a fait visiter la maison, elle m'a fait visiter le musée. On a passé peut-être 3-4 heures à discuter en fait d'Alexandra. Et Marie-Madeleine m'a raconté des choses qu'elle n'a jamais racontées à personne. Et elle m'a autorisé à les mettre dans la bande dessinée. Donc, entre son livre et elle, j'avais de quoi raconter la vie d'Alexandra. Et mais surtout aussi leur relation. C'est vraiment le fil rouge en fait de vos 4 tomes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation? Et revenons sur ce surnom de la tortue. C'est Alexandra qui l'a surnommée ainsi? Alors, on le raconte dans le tome 1. Beaucoup croient que ce surnom venait du fait qu'elle était un peu voûtée. En fait, elle est grande. C'était une femme assez grande. Et elle se tient un petit peu comme ça. Alors tout le monde s'est dit, tiens, c'est peut-être ça qui a fait que. Et en fait, non, c'est une histoire totalement dingue. C'est qu'un jour, comme tous les soirs, elle remontait les livres d'Alexandra dans la chambre. Et elle avait l'habitude de mettre les bas d'Alexandra, parce qu'elle les enlevait, elle les retirait souvent, puisqu'Alexandra avait des problèmes de rhumatisme et surtout de peau, vous savez. Et donc, cette boule c'est les bas qui sont mis en boule comme ça. En montant l'escalier, ils sont tombés. Et par terre, ça a dessiné une tortue parfaite. Enfin, vue de haut, Alexandra a cru voir une tortue. Donc elle a dit, Marima, fais attention, il y a une tortue, prends-la doucement, mets-la dans une boîte, emmène-la dehors, etc. Parce qu'Alexandra étant bouddhiste, elle ne voulait pas qu'on fasse de mal aux animaux. Alors Marie-Madeleine a cru voir aussi une tortue, donc elle l'a ramassée. Et en levant donc la fameuse tortue, ça s'est déroulé et c'était donc le bas d'Alexandra. Donc on a un gros fou rire d'Alexandra Davinel et de Marie-Madeleine Peyronnet qu'on raconte dans la bande dessinée. Et c'est la première fois que Marie-Madeleine voit Alexandra rire. Et elle se dit, quand même, cette femme qui est quand même dure, finalement, elle a de l'humour et elle éprouvait beaucoup d'affection pour Marie-Madeleine. On le voit dans ce que vous faites. Alors, parlez-nous un petit peu de cette relation qui était quand même complexe, puisque visiblement, donc Alexandra était assez difficile, vous venez de le souligner, mais en même temps, elle a vraiment pris Marie-Madeleine sous son aile et elle lui a aussi transmis beaucoup de choses. C'est vrai. Alors, quand Marie-Madeleine me parle de cette relation, elle a toujours les larmes aux yeux. Elle me dit, tu sais Fred, ça a été très très compliqué. Elle me dit souvent que j'ai souffert. Alors, je me dis, nous on raconte ça, c'est vrai que apparemment ça a été très dur, parce qu'Alexandra était très dure.
Et en même temps, quand Alexandra est morte, Marie-Madeleine a d'abord été très déprimée, et ensuite, elle a ressenti petit à petit ce qu'elle avait appris d'Alexandra, en tout cas ce qu'Alexandra lui avait transmis sans qu'elle le sache. Et je pense qu'il y avait entre eux un rapport un peu des maîtres asiatiques, par exemple d'arts martiaux, qui ont une pédagogie particulière. Ils ne sont pas dans une compassion comme ça forcément d'un premier abord, mais c'est des enseignements qui se font un peu à la dure, entre guillemets, mais par contre ça fonctionne. Et je pense que c'est un peu ce rapport-là. Et aujourd'hui, Marie-Madeleine transmet aussi les écrits d'Alexandra, ses enseignements, puis surtout elle prend soin, elle a longtemps pris soin de ses objets, puisqu'en fait ce qu'on voit dans la maison de Digne, c'est vraiment le patrimoine d'Alexandra d'Avenel grâce à Marie-Madeleine. On la remercie infiniment. Alors juste pour terminer quand même, Fred Campoy, comment avez-vous travaillé sur ces 4 tomes? Alors, ma base c'est le livre de Marie-Madeleine Perronnet. Elle a gentiment accepté de me céder ses droits. Donc ça, c'est déjà très gentil de sa part. Alors ça, c'est ma base. Et ensuite, j'ai réécrit le scénario en ajoutant des souvenirs d'enfance d'Alexandra parce que j'adore son enfance, j'adore son adolescence rebelle. J'ai voulu mettre tout ça dans la bande dessinée. Donc ça, c'est la base scénaristique. Et ensuite, au dessin, nous dessinons donc avec Mathieu Blanchot. Alors, je dessine les personnages, je fais vraiment tous les personnages et Mathieu fait plutôt les décors. Et ensemble, ça fait donc le noir et blanc. Et Mathieu, tout seul, fait la couleur. Et au final, donc, ça fait donc les bandes dessinées. Alors, ce qu'on peut préciser quand même, c'est les 2 thématiques assez distinctes des 2 premiers tomes, donc, qui sont sur la vie d'Alexandra d'Avenel, et les 2 derniers qui sont plus sur la vie de Marie-Madeleine Perronnet, et notamment le périple qu'elle entreprend pour aller disperser les cendres d'Alexandra et de son fils adoptif dans le Gangin. C'est ça. On a tome 1 et 2. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 époques à chaque fois dans les 2 cycles. Le cycle 1, c'est le tome 1 et 2. Le cycle 2, c'est le tome 3 et 4. À chaque fois, il y a le temps présent qui est dans le tome 1 et 2, la relation des 2 femmes, et des flashbacks qui sont donc les aventures d'Alexandra. Et dans le 3 et 4, on suit donc Marie-Madeleine Perronnet après la mort d'Alexandra. Donc, effectivement, d'abord en Inde pour aller déverser les cendres dans le Gange. Donc, ces cendres et celles de Yongden. Et dans le tome 4, nous racontons le voyage de Marie-Madeleine au Sikkim. Elle vient ramener une statuette de Bouddha qu'avait offert le Maharaja de l'époque à Alexandra. Et donc, elle revient ramener la statuette comme voulait le faire Alexandra. Et ça nous permet de faire des flashbacks, souvenirs d'Alexandra au Sikkim, en Himalaya, au Tibet et en Chine, etc. Donc, c'est toujours le temps présent est un prétexte pour raconter les aventures d'Alexandra d'Avenel. Et encore une fois, sous un angle inédit, puisque c'est sous le regard de notre chère Marie-Madeleine. Toujours, c'est la narratrice. Pour moi, c'est la co-héroïne. Alexandra, c'est la légende. Et Marie-Madeleine Perronnet, c'est la co-héroïne, c'est la narratrice. Et il me semble qu'elle devient, à son niveau, une petite légende aussi quand même. C'est une légende, Marie-Madeleine. C'est une légende, à mon niveau en tout cas, c'est sûr. Et je la remercie vraiment énormément. Eh bien, nous, on vous remercie, Fred Campoy, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci infiniment. Beaucoup. C'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture. Avec tout d'abord les 4 tomes de la bande dessinée sur laquelle nous nous sommes basés pour préparer cette émission, de notre invité Fred Campoy et Mathieu Blanchot, publiés chez Grand Angle. Vous retrouverez les récits des vies incroyables d'Alexandra d'Avenel et de Marie-Madeleine Perronnet. Marie-Madeleine Perronnet, que nous tenons tout particulièrement à saluer affectueusement ici, car je sais qu'elle nous regarde comme tous les dimanches. Je vous propose également 2 livres de Joël Désiré-Marchand, Alexandra d'Avenel, Passeur pour notre temps, aux éditions Le Passeur, ainsi que chez Artopoche, Alexandra d'Avenel, une biographie complète et passionnante de l'exploratrice. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.